Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là avec nous ce soir pour cette nouvelle rencontre avec, je dirais, une jeune chercheur ou chercheuse. Il y a tout un débat là-dessus, chercheur, Raïfa Bouratou, qui va bien sûr nous parler à la fois de langage, d'espace et des technologies qui sont à la fois qui apparaissent jour après jour pour ça devient quelque chose d'indispensable, je crois, et très utile dans la connaissance et le savoir. Donc, Haïfa Bouatou, elle est docteur en linguistique, elle est aussi architecte ou en architecture aussi. Elle a fait une excellente thèse entre, on peut dire, la Tunisie et la France, entre Naples et Paris 10, Paris-Nanterre. Et le sujet de la thèse, c'était, elle a soutenu, je crois, 2022, et le sujet, c'est la notion d'espace en architecture. Ça, c'est pour résumer en général. Et ce soir, je crois, elle ne va pas trop s'éloigner de son sujet, de son domaine, avec peut-être des ouvertures, avec des actualités, bien sûr, une mise à jour un petit peu aussi de ce qu'elle a fait durant des années. Et il y a ce côté programmatique, bien sûr, hein, qu'on va le découvrir avec elle ce soir. Et elle va nous parler ce soir du langage, espace et technologie, et vers une reconfiguration du rapport intérieur-extérieur en architecture. Donc, comme d'habitude, on donne 1 heure à notre invité pour présenter et formuler sa pensée, sa réflexion autour du sujet qu'il a choisi, qu'elle a choisi. Ensuite, on aura la possibilité, bien sûr, en fonction à la lumière des questions des auditeurs, on aura la possibilité de discuter avec elle, de profiter de sa présence pour vraiment avoir une interaction un peu, je dirais, en temps réel avec elle pour lui poser des questions, bien sûr. Alors, Haïfa, merci d'avoir accepté mon invitation et je vous donne la parole et à tout de suite, à tout à l'heure pour le débat. Parfait. Bah, merci beaucoup, merci pour cette chance. Bonsoir tout le monde. Du coup, je vais commencer par me présenter, mais en fait, pour expliquer un peu le sujet qui sera traité, en fait, je vais parler, comme l'a mentionné Monsieur Mdika, de langage, d'espace, de technologie. En fait, moi, je suis de formation architecte d'intérieur. Après, j'ai évolué avec un master en histoire de l'art. Et après, j'ai conjugué tous ces domaines-là dans une thèse pluridisciplinaire en ajoutant la linguistique qui a été rattachée à l'architecture pendant ma thèse. Et c'est dans ce contexte-là que je vais vous embarquer aujourd'hui avec moi dans le fond de mes recherches. Du coup, je vais commencer par partager mon écran pour une petite présentation. Alors, est-ce que là, vous avez bien le partage de mon écran? Ah, là, non. Là, non. Non, D'accord. là, il a disparu. Mais là, Là, il a complètement non, disparu. D'accord. disparu. Là, c'est bon. Alors On, là, vous avez, on voit donc sur l'écran. est-ce que là, c'est tout bon pour vous? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Du coup, je vais revenir sur la euh, première présentation.
Alors, j'arrête le partage, je repartage une dernière fois. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Bon, est-ce que là, vous avez le partage même en PowerPoint, pas en présentation? Oui, on voit le fichier, bien sûr. Oui, on le voit, mais Mais pas en peut-être, mode présentation. est-ce qu'il faudra peut-être cliquer à partir du début, tout ça, ou bien Oui, ou vous ça marche cliquez. pas? euh, Là, pour moi, ça marche. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez Peut-être un... oui, on attend encore D'accord. 2 secondes, 3 secondes, parce qu'on a un écran, il y a un carré, enfin, noir au milieu, enfin gris au milieu, mais qui s'ouvre pas. Toujours rien de votre côté? Non. Non. D'accord. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder la présentation sur PowerPoint. Il n'y a pas de souci. Bon, on va avancer comme ça, il n'y a pas de souci. Si ça ne vous dérange Oui, pas, oh non, non, c'est pas du tout je ça. suis vraiment désolée. En fait, je ne comprends pas Pas pourquoi grave. ça fonctionne pas, mais on va avancer comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc, comme je vous disais, je vais vous parler aujourd'hui des trois disciplines qui ont un peu fait le cœur de ma thèse, qui sont d'un côté la linguistique, l'architecture, les nouvelles technologies. Donc, pour cette conférence, j'ai choisi le titre Langage, espace et technologie vers une reconversion du rapport intérieur-extérieur en architecture. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, en fait, moi, dans mes travaux de recherche, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours, en fait, pensé, voulu comprendre comment est-ce que l'espace architectural, il se crée, quelles sont les composantes qui le créent. Et c'est à travers ces questionnements-là que j'ai posé ma problématique qui est la suivante. Alors, comment est-ce qu'on peut construire un sens à la relation qui oppose et réunit à la fois l'intérieur et l'extérieur dans l'espace architectural? Dans quelle mesure, en fait, ce rapport qui peut sembler un peu ambigu peut-il façonner le comportement de l'usager dans son espace d'habitation, par exemple, et si l'intégration de la technologie en architecture peut finalement arriver à contrôler ou à réconcilier l'intérieur et l'extérieur. En fait, les principaux objectifs que je me suis fixés dans ces travaux de recherche, c'est justement la première chose, c'est d'essayer de comprendre l'évolution de cette relation dialectique entre intérieur et extérieur, pardon, dans la société actuelle. Et pour faire ça, je me suis retournée vers d'autres styles architecturaux pour essayer de comprendre les origines de cette relation dialectique. En deuxième point, j'ai voulu aussi mesurer l'influence de l'intégration de la technologie dans la conception en architecture. Si on ajoutait de la technologie au niveau de la conception en architecture, est-ce que l'espace il serait mieux appréhendé
par l'utilisateur ou pas vraiment. Troisième objectif, c'est que j'ai voulu inciter l'habitant usager, tout un chacun, en fait, chacun de nous, à repenser régulièrement son espace de vie selon l'évolution de ses situations. Et là, juste après, lors de cette présentation, je vais vous montrer une situation dans laquelle tout le monde a évolué et dans laquelle on a dû repenser notre espace de vie. Donc, je vais vous en parler de cette situation un peu plus loin. Et finalement, en fait, j'ai voulu reconnaître l'importance du discours. Et là, en fait, j'ai fait intervenir la linguistique, l'importance du discours entre l'architecte et le client lors des étapes de conception. Donc, pour répondre à tous ces objectifs, en fait, j'ai utilisé une méthodologie basée sur l'analyse, l'interprétation, des citations, des travaux d'architectes, mais aussi sur une enquête de terrain directement sur chantier et sur une étude comportementale et sémiotique que j'ai fait diffuser en France et en Tunisie afin d'extraire des informations qui m'ont servi pour les conclusions de mon sujet de thèse. Euh, donc, donc, les principales parties qu'on va aborder aujourd'hui, d'abord, je vais vous expliquer un peu c'est quoi cet espace intérieur, cet espace extérieur, c'est quoi la relation dialectique qu'il y a entre les deux. Après, je vais vous parler de l'adaptation de l'espace de vie à l'évolution de la société contemporaine. Comment est-ce que ce rapport dialectique il évolue dans la société d'aujourd'hui? Je vous parlerai aussi de l'importance justement du discours entre l'architecte et le client. Et après, je vais vous donner une idée comment est-ce que les nouvelles technologies ont pu trouver une sorte de solution pour le tiraillement entre intérieur et extérieur en architecture. Donc, pour comprendre un peu l'espace en architecture, on va se référer aux travaux de l'architecte Manar Hamad. C'est un architecte libanais qui a de son côté bien expliqué ce que c'est l'espace architectural, ce que c'était l'espace intérieur, ce que c'était l'espace extérieur. Et il nous a permis d'avoir des définitions assez simples, mais efficaces et perspicaces pour que tout un chacun puisse comprendre l'utilité de chaque sous-espace. Donc, pour lui, en fait, pour Manar Hamad, l'espace architectural, c'est un vide dans lequel nous nous déplaçons pour rencontrer autrui, pour changer de lieu, pour atteindre un objectif que nous désirons. Donc là, Manar Hamad parle de l'espace architectural comme étant un vide, mais qui est rapporté à notre déplacement, à nos déplacements à nous et à la présence d'autrui. Donc ça, c'est par rapport à l'espace architectural de façon générale. Maintenant, il décrit l'espace intérieur. C'est un espace délimité que nous rapportons à notre présence corporelle du fait que nous y trouvons et nous y mouvons. Donc là aussi, en fait, il implique dans l'espace intérieur que la présence corporelle, euh, enfin, il implique à ce que l'espace intérieur soit rapporté à la présence corporelle de l'habitant. Contrairement à l'espace extérieur, qui est défini comme cet espace qui va au-delà des limites fixées. C'est-à-dire que on n'est plus dans la sphère du privé, mais on est plus dans la sphère du public. C'est-à-dire que, par exemple, pour lui, l'espace extérieur, c'est le premier indice de l'ampleur du bâtiment ou de la fonction. Par exemple, une façade, un espace extérieur peut donner une fonctionnalité, une information sur un bâtiment que l'espace intérieur ne peut pas donner. Donc là, c'est à ce moment-là que Manal Hamad il distingue comment en fait il distingue l'espace intérieur pour lui et l'espace extérieur. Euh, voilà. Donc, mais pour en fait pour faire un espace architectural et pour avoir une certaine fluidité dans cet espace, il faut ajouter certaines modalités d'articulation. Les modalités d'articulation entre intérieur et extérieur sont principalement la circulation, le flux de circulation, comment est-ce qu'on circule d'un espace à un autre. L'ergonomie de conception, en fait, l'ergonomie de conception, elle est apportée, en fait,
selon la personne, selon ses besoins, selon son bien-être. Donc, elle doit être en conforme avec les besoins de l'habitant. Et enfin, il a parlé du passage et du parcours. En fait, l'idée, c'est que entre un espace intérieur et un espace extérieur, il y a une sorte de cohésion, il y a une sorte de circulation. C'est là où se crée l'espace en architecture. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte d'un côté l'espace intérieur, l'espace extérieur, mais aussi les modalités d'articulation qu'il y a entre eux, l'ergonomie de conception pour que l'habitant il soit à l'aise, il soit enfin, il soit à l'aise chez lui. Et aussi, il faut aussi ne pas oublier la notion du passage, du parcours, parce qu'en fait, dans le parcours, il y a les couloirs, il y a les passages d'un endroit sombre à un endroit plus éclairé. Et donc, ce genre de parcours, il est aussi pris en compte dans la conception de l'espace architectural. Je vais avancer un peu plus. Bon. Donc, comme a dit Manal Hamad, en fait, l'espace architectural, il se compose de deux composantes, l'espace intérieur et l'espace extérieur. Par contre, chez un autre architecte qui s'appelle Robert Venturi, en fait, Robert Venturi, il voit les choses autrement. Il voit les choses que, en fait, dans l'architecture, il y a toujours une sorte d'ambiguïté et de tension architecturale. En fait, il a écrit un livre qui s'appelle De l'ambiguïté en architecture. Et il a qualifié en fait le rapport intérieur et extérieur d'équivoque et énigmatique, ce qui engendre une ambiguïté et une tension architecturale. Dans une de ses citations, en fait, Robert Venturi, il dit que dresser un plan en partant de l'extérieur vers l'intérieur, aussi bien de l'intérieur vers l'extérieur, crée des tensions inévitables qui est affaire de l'architecture. Donc, contrairement à Manar Hamad, il ne pose pas des définitions strictes et simples, mais Robert Venturi, il est plus dans cette tension architecturale, dans cette ambiguïté, dans ce rapport qu'on ne sait pas s'il s'agit bien d'un intérieur, d'un extérieur. En fait, il n'est pas là pour séparer directement ces deux espaces. Donc, il part d'un rapport qui est équivoque, qui est énigmatique, qui va engendrer une ambiguïté architecturale. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un bâtiment, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi sa fonctionnalité si on n'a pas décortiqué l'intérieur d'une part et l'extérieur d'une autre part. Et il traite en fait ces préoccupations internes et externes simultanément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir un intérieur sans comprendre son extérieur et vice-versa. Donc, ce qu'on a compris en fait de ces travaux, c'est qu'en fait, il travaille sur une architecture fondée sur la complexité et la contradiction, qui doit être en fait considérée comme un tout. Le bâtiment, en fait, qu'il soit limité ou pas limité, il doit être considéré comme un tout dans une vision assez globale. Donc, après avoir en fait traité ces tiraillements, il a conclu à deux choix possibles par rapport à la relation entre intérieur et extérieur. Il s'est posé pour dire que on doit toujours avoir une double lecture de l'espace. Et là, soit on va avoir une articulation entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une osmose entre les deux, soit on va avoir une rupture et une dissociation complète entre ces deux espaces. Donc là aussi, en fait, il nous embarque un peu dans son ambiguïté, dans son rapport équivoque à l'espace architectural. Et en fait, moi, de mon côté, pour essayer de comprendre ces deux visions, soit une articulation entre les deux espaces, soit une rupture complète de ces espaces, je me suis retournée vers l'histoire de l'architecture et j'ai choisi quatre, quatre styles architecturaux pour essayer de comprendre un peu ou d'expliquer en fait
comment est-ce qu'il y a une articulation entre l'espace ou comment il y a une rupture entre ces deux espaces. Donc, le choix de mes styles architecturaux, je me suis d'abord focalisée sur le premier style, c'est l'architecture traditionnelle tunisienne, que j'ai qualifiée de pré-moderne. De pré-moderne en 1919. Et là, en fait, il s'agit d'une demeure tunisoise traditionnelle qui s'appelle Dar Rasm, qui est actuellement dans la Médina de Tunis. Elle est actuellement, en fait, euh, elle abrite en fait le club culturel Tahar Hadé et le local de l'association de la sauvegarde de la Médina. Mais avant, en fait, c'était une demeure traditionnelle tunisienne. En fait, là, ce qu'on remarque, c'est là qu'il y a en fait une sorte de dissociation complètement entre, entre la façade extérieure et ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, la façade extérieure, elle est assez simple, assez modeste, euh, euh, des petites ouvertures. Une porte, c'est vrai qu'elle est cloutée en bois avec des ornements, mais qui reste très modeste par rapport aux richesses qu'il y a à l'intérieur. Et là, lorsqu'on ouvre la porte, là, on est beaucoup plus sur des matériaux onéreux, luxueux. On est sur du marbre, de la stuc, du bois travaillé fait main. Donc là, en fait, on voit clairement qu'il y a vraiment une rupture entre la façade extérieure qui est très modeste, qui ne paie pas de nuit, et l'intérieur somptueux, luxueux, avec des ornements onéreux et des matériaux luxueux. Donc là, en fait, on voit qu'il y a une vraie rupture et une vraie coupure entre ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur, la façade extérieure, et ce qui se passe à l'intérieur, la richesse de l'espace intérieur. Et là, en fait, ça revient un peu à la société de l'époque. C'est une société un peu conservatrice où, en fait, on essaie de conserver l'intimité des habitants et, et on n'expose pas en fait la richesse des habitants à l'extérieur. Donc à l'extérieur, on va avoir une façade assez modeste et à l'intérieur, c'est là que lorsqu'on va franchir la porte et on va aller dans le cercle privé, c'est là qu'on va avoir la vraie richesse en fait de cet espace intérieur. Et donc là, on voit clairement le rapport de dissociation ou de rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, un peu plus loin dans les années, là, je vais vous embarquer avec moi dans la modernité, dans l'époque moderne. Là, on va changer de style pour voir comment est-ce que ça a évolué. Est-ce que ce rapport, il a évolué ou pas? Ou est-ce qu'on a toujours gardé ce rapport très strict entre l'intérieur d'un côté et l'extérieur d'un autre côté? Donc là, je vais vous présenter, donc là, on est dans les années 1928, on est dans la modernité. Donc là, il s'agit de l'architecture moderne, c'est la Villa Savoie. C'est une villa qui a été conçue par l'architecte moderne Le Corbusier. Donc c'est une villa qui est actuellement, elle est encore en France, dans la ville de Poissy. Elle est conservée comme un musée qu'on peut visiter même aujourd'hui. Et donc là, en fait, dans les années 20, 1928, c'est le summum de l'architecture moderne. Et donc là, on voit clairement qu'il n'y a plus aucune limite entre l'intérieur et l'extérieur. Bien au contraire, on est là vers des ouvertures beaucoup plus grandes, beaucoup plus dégagées. Là, on est sur des parois très fines. Donc ici, on voit bien l'intérieur de la demeure qui est vraiment en osmose directe avec l'extérieur. Donc là, on a complètement rompu avec cette notion de bien séparer les deux espaces. Mais là, dans la modernité, dans l'architecture moderne,
on est dans la continuité, là où l'intérieur, il s'invite à l'extérieur et vice-versa. Dans les années 20, cette notion d'espace intérieur et extérieur, elle a changé pour justement inviter l'intérieur à l'extérieur et inversement. Le quatrième, euh, le quatrième style que je vais évoquer là, c'est donc là, on était sur l'architecture moderne. Là, on va passer à l'architecture postmoderne. Donc, l'architecture postmoderne, dans les années 60, c'est-à-dire les années après-guerre, là, on voit un retour vers des façades aveugles, des petites ouvertures où l'intérieur est complètement différent de l'extérieur. En fait, donc ça, c'est une maison d'architecte. C'est l'architecte Robert Venturi dont nous avons parlé, qui a traité le rapport dialectique entre intérieur et extérieur. Donc ça s'appelle la Vanna Venturi House. C'est une maison qu'il a conçue pour sa maman après la guerre. Et donc là, dans l'architecture postmoderne, dans les années 1964, on voit clairement que on a un retour vers une façade aveugle, vers une façade sombre qui ne reflète pas justement la beauté de l'intérieur. Et donc là, justement, toujours, en fait, l'architecture, elle suit l'évolution de la société. Et donc là, on est dans une société après-guerre. Et dans la société après-guerre, euh, pour les architectes postmodernes comme Robert Venturi, il a dit que la façade extérieure, elle appartient au public et l'intérieur, il appartient au privé, au cercle privé. Et du coup, il a choisi de revenir vers cette notion de rupture entre l'intérieur et l'extérieur, disant que la puissance publique, elle n'a pas le droit de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de chez nous. Donc ça, après une société après-guerre que ça a changé, où on a vu des familles qui préconisaient cette séparation stricte entre ce qui se passait chez eux et leur façade extérieure. Donc là, par exemple, pour cette façade-là, on peut même dire il s'agit d'un entrepôt, mais pas d'une maison à la première vue, en fait. Il y a juste une grande porte et des toutes petites ouvertures, donc, ça peut ressembler plus à un entrepôt qu'à une vraie maison. Et en fait, finalement, à l'intérieur, enfin, ça ressemble à une maison qui est accueillante, chaleureuse, où il fait bon vivre. Mais la façade extérieure reste très stricte et très neutre, vu que dans l'architecture postmoderne, pour eux, les architectes, la façade extérieure, elle appartient à la puissance publique. Donc là encore, en fait, après la modernité, après cette ouverture vers l'extérieur, on voit qu'il y a clairement un retour vers cette conservation de l'unité de l'habitat, cette dissociation entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe chez soi. Et donc là, on a un retour vers une séparation stricte entre les deux espaces. Alors, un peu plus tard, après la guerre, après l'évolution des matériaux de construction en architecture, on passe à l'architecture contemporaine. Alors, par rapport à l'architecture contemporaine, et là, je me suis posée en 2019, j'ai choisi en fait cette villa qui s'appelle la Calma House. C'est une villa de l'architecte espagnol Ramon Esteve. Et donc là, on voit clairement que dans l'architecture contemporaine, on n'a plus cette notion de séparer l'intérieur et l'extérieur, mais de penser l'habitat comme un tout. C'est-à-dire que quand on vit à l'intérieur ou à l'extérieur, on vit dans le même habitat. Et donc, ce même habitat, il doit avoir les mêmes limites,
On ne peut pas séparer, on ne peut pas avoir deux espaces séparés, bien au contraire. Il faut que l'habitat soit toujours, en fait, il faut que toujours l'intérieur soit l'extension de l'extérieur. Et là, en fait, pourquoi cette évolution? Parce que il y a beaucoup, on a eu beaucoup de matériaux qui ont été inventés, des parois fines, des parois en verre, en double vitrage, qui permettent en fait d'avoir cette, euh, cet espace, euh, cet espace ouvert à l'extérieur, mais qui soit quand même bien isolé, pardon, bien isolé par rapport au soleil, par rapport au froid. Donc, et ça n'a pas été possible des années bien avant parce qu'en fait, il n'y avait pas les matériaux et les outils nécessaires pour assurer une bonne isolation et un bon confort de vie. En plus, en fait, dans l'architecture contemporaine, on accorde une importance particulière à la nature et on veut que la nature fait partie en fait de notre quotidien et de notre habitat. On veut de tous les bienfaits de la nature. Donc, les architectes contemporains pardon, ont incité à ce que en fait, la nature fait partie de notre habitat et de en fait, libérer toutes ces barrières ou ces façades de lourdes qui séparent en fait justement l'intérieur de l'extérieur, mais de libérer les espaces, de les ouvrir, de ne faire qu'un avec la nature et de ne faire qu'un entre intérieur et extérieur. Donc là, on est en 2019, tout va bien. L'architecture contemporaine, elle est au summum euh, elle est présente partout. Et en fait, à partir de 2019, et ce qui s'est passé par rapport dans mes travaux de recherche, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, et là, en fait, il y a eu un vrai tournant dans mes travaux de recherche, vu que dans l'épreuve du confinement, tout le monde, en fait, a vécu le confinement chez lui. Et en fait, il y a eu une vraie prise de conscience par rapport à l'espace d'habitation, par rapport à l'appréhension de l'espace, soit intérieur, soit extérieur. Et donc, ce point-là, le Covid, m'a permis, en fait, de voir ce qui se passait, comment est-ce que l'habitat, il a évolué après le confinement. Et donc, pour répondre à ces questions-là, j'ai fait, en fait, une étude sémiotique et comportementale pour comprendre comment est-ce que les habitants, nous tous en fait, on a appréhendé notre espace d'habitation pendant le confinement. Alors, donc, l'étude comportementale, je l'ai nommée en fait l'architecture à l'épreuve du confinement. Et en vrai, en fait, ça a été vraiment pour nous une vraie épreuve euh, pour nous, le confinement, de vivre notre confinement dans notre chez-soi, de voir est-ce que, il était vraiment confortable, pas confortable, comment on a vécu tout ça. Donc, pour faire une étude, justement, une étude comparative, vu que moi-même, j'ai vécu le confinement une fois en France et une fois en Tunisie, j'ai créé une étude comparative, un questionnaire de 10 questions que j'ai diffusé en français en Tunisie pour essayer justement de comprendre l'évolution du rapport intérieur-extérieur dans l'habitat pendant et après le confinement, de soulever les problématiques liées à un aménagement adéquat et de proposer justement des pistes d'amélioration concernant la communication entre l'architecte et le client dans les phases de conception d'un espace d'habitation. Donc, je ne vais pas trop m'attarder et de vous présenter toutes les questions, mais je vais vous présenter quelques questions qui sont révélateurs en fait pour l'exploitation des résultats. Donc, la première question que j'ai posée en fait, c'est dans quel type de logement avez-vous été pendant le confinement? Donc en Tunisie, en fait, on voit un large pourcentage de gens qui ont vécu le confinement dans une maison, c'est-à-dire qu'il y a un espace extérieur euh, dans leur habitation. Par contre, en France,
Donc, une grande majorité a vécu aussi dans un appartement avec et sans extérieur, mais ça reste toujours une majorité dans un espace assez petit comparé à une maison avec extérieur privatif. Donc là, déjà, ça a commencé à faire la différence. Comment est-ce que chacun de nous a vécu le confinement dans son espace de vie par rapport à la superficie, par rapport à l'accessibilité à l'extérieur, etc. Donc, les conséquences justement de l'appréhension de l'espace dans les deux cas, qu'on ait vécu le confinement dans une maison avec un espace privatif extérieur ou dans un appartement sans extérieur, donc les appréhensions sur l'espace est totalement différente. Alors, la troisième question que j'ai posée, en fait, et là, en fait, c'est une question dans le but que j'ai fait dans le but de créer une certaine analogie, justement, entre l'architecture et la linguistique. Et là, en fait, j'ai posé des questions. Quels mots décrivent le plus votre logement pendant le confinement? Et là, en fait, j'ai proposé des réponses en français, mais j'ai aussi proposé des réponses en dialecte tunisien. Donc, pour voir en fait comment est-ce que l'utilisateur, il parle de son espace pendant le confinement. Est-ce il a trouvé étouffant, étriqué, spacieux, confortable, agréable? Donc là, en fait, les réponses, ils ont vraiment varié euh, d'une population à une autre. Donc, en France, on a une petite majorité qui a trouvé son habitat un peu étouffant. En Tunisie, on est plus sur une majorité de confortable, assez confortable, merteh dans le dialecte tunisien. Après, en fait, j'ai quand même eu des réponses, principalement ça, c'est des réponses en France, où leur habitat il était vraiment invivable pendant le confinement. Donc là, ça révèle en fait beaucoup de questions et ça révèle des réalités face au choix de notre logement dans laquelle nous avons vécu cette épreuve du confinement. Et donc là, à ce moment-là, en fait, j'ai fait une étude comparative entre les mots utilisés euh, entre l'architecte et le client dans la conception dans son espace de vie. Par exemple, moi, étant moi-même architecte, lorsque je pose la question à mes clients, je leur dis comment vous voyez votre futur habitat? Ils peuvent me répondre on le voit confortable, on le voit spacieux. Mais le mot spacieux, confortable, pour certains, ne veut pas dire la même chose que pour d'autres. Donc, c'est là, en fait, où la linguistique, elle entre en jeu pour mieux expliquer l'envie de l'un, le besoin plutôt de l'un, pour qu'il soit exécuté par l'architecte. Par exemple, en fait, ici, là, comment est-ce que l'architecte il peut comprendre le besoin? Par exemple, j'ai eu des clients, pour décrire leur espace, ils me disent, en fait, nous, on accueille, on reçoit beaucoup de monde, on veut avoir un espace chaleureux pour recevoir du monde. Là, moi, en tant qu'architecte, qu'est-ce que je comprends dans ma logique d'architecte? Je comprends que pour les espaces de vie, les espaces en commun, il faut apporter plus de superficie, il faut apporter plus de sièges, un canapé encore plus confortable, un canapé peut-être convertible, vu qu'il reçoit beaucoup de personnes, donc il faut que ça soit convertible pour que ils peuvent recevoir confortablement les gens. Il me parle en fait d'agréable. Je veux que lorsque j'entre, je sens une ambiance chaleureuse. Donc, pour moi, une ambiance chaleureuse, il faut apporter du bois, il faut apporter de la lumière naturelle, il faut apporter de la lumière tamisée. Et donc, tout ça, en fait, il y a une sorte de traduction qui se passe entre le client et l'architecte.
Et là, cette traduction, en fait, elle se fait à travers la linguistique, le langage, le discours qui tient le client et l'architecte lors des étapes de conception. L'autre question que j'ai posée, en fait, à mon panel, c'est que voudriez-vous ajouter à votre logement après cette épreuve de confinement? Et donc, là, sans surprise, on a une grande majorité en France, mais comme en Tunisie, c'est du mobilier adéquat au télétravail et aux toute autre tâche qu'on n'avait pas prévu de faire, en fait, dans l'habitat. Donc ça aussi, ça peut être révélateur, vu que, en fait, euh, dans l'épreuve du confinement, on s'est posé chez soi, on était obligé de tout faire à l'intérieur de notre habitat, de travailler, de donner des cours, de recevoir des cours, de regarder les infos, tout ça dans un même environnement. Pour d'autres, ils ont un bureau, ils sont habitués à ça, mais pour d'autres, comme pour la majorité des personnes, on a converti la cuisine en bureau de travail. On a converti le salon en une classe de cours. Donc, on a essayé de faire de notre mieux pour justement, en fait, apporter des solutions à nos besoins. Et donc là, une des conclusions que je retire de mes recherches, c'est qu'en fait, l'utilisateur ou l'habitant de son espace, il doit toujours essayer de repenser en fait régulièrement son espace de vie. Mais pas qu'il y a en fait une épreuve en particulier. En fait, il doit essayer toujours de se poser et de se dire, oui, là, c'est bon, je suis bien, mais est-ce qu'il me manque quelque chose d'autre? Est-ce que j'ai une nouvelle activité auquel je dois penser et dois repenser mon espace de vie afin que je me sente mieux. Et donc, justement, par exemple, après l'épreuve du confinement, on a eu des entrées de nouveaux meubles qui sont entrés chez nous, euh, de nouvelles, euh, de nouvelles tendances à travailler en télétravail. On a misé sur un bureau confortable, un écran beaucoup plus grand. Et donc, ça, c'est dû au confinement, en fait, qui a prouvé, en fait, qu'on a un nouveau besoin auquel il faudra répondre. Et donc, pour moi, je me dis qu'il ne faut pas toujours, en fait, attendre cette épreuve ou une toute autre épreuve pour repenser son espace de vie régulièrement. On n'a pas beaucoup de lumière, on essaie de valoriser la lumière qu'on a ou d'ajouter plus de lumière. On trouve notre intérieur un peu étouffé, un peu étriqué, on peut désencombrer un peu, ajouter des plantes d'intérieur, ajouter de la couleur. En fait, il faut toujours avoir cet esprit de repenser en fait régulièrement son espace de vie afin qu'il réponde aux besoins à nos besoins, en fait, et d'anticiper les besoins futurs. Et donc là, comme je disais, en fait, j'ai fait la liaison un peu entre, justement, la linguistique et l'architecture. En fait, dans la linguistique, j'ai emprunté euh, la sémiologie. La sémiologie, en fait, que nous dit Saussure, c'est la sémiologie qui est la science qui étudie la vie des signes. Et j'ai emprunté, en fait, la sémiologie pour interpréter les différents signes entre l'usager et l'architecte. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, un client me parle de convivialité, qu'il reçoit beaucoup. Donc ça, pour moi, je prends ce besoin et je le transforme en une réalité. Je lui apporte des meubles beaucoup plus adaptés pour un grand nombre, une table extensive qu'on peut, enfin, il peut recevoir facilement du monde. Il veut de la chaleur, de la convivialité. Je lui apporte des touches de bois, de couleurs de terre pour qu'il se sente un peu plus à l'aise chez lui. Et c'est là où la sémiologie intervient dans le discours justement entre l'usager, l'habitant et l'architecte. Donc, la sémantique, quant à elle, en fait, elle est indispensable à la manière de comprendre et de parler de l'espace. Justement, en fait,
le choix des mots que j'ai utilisés dans la description de l'espace dans le questionnaire font que, en fait, chaque mot, il donne un sens particulier à l'espace. Donc, j'ai emprunté aussi la sémantique lexicale qui s'intéresse justement au vrai sens du mot. La sémantique d'inspiration cognitive, elle s'intéresse aux représentations mentales. Par exemple, une des représentations mentales, euh, par exemple, euh, par exemple, en fait, un des clients me parle de sécurité. Il veut que son habitat soit sécurisé. Donc, pour moi, la représentation mentale directement, c'est que je dois lui ajouter des IoT, de la domotique pour qu'il se sente en sécurité. Donc, tout ça, en fait, je le représente mentalement, directement. Dès que lui, il prononce le mot, par exemple, sécurité, moi, je dois imaginer quelque chose qui peut lui apporter cette sécurité mais d'une façon que ça soit accessible, que ça soit bien intégré dans son habitat. Donc, la sémantique, elle est là aussi pour aider l'architecte à comprendre les vrais besoins. Et donc, en fait, justement, comme je vous disais, cette représentation mentale, en fait, qui est associée au mot, elle aide vraiment l'utilisateur et l'architecte parce qu'en fait, chaque mot renvoie à une représentation mentale qui sera justement concrétisée lors de la conception. Donc là, par rapport au rôle de la sémantique pour décrire l'espace en architecture. La troisième sous-discipline de la linguistique que j'ai empruntée à la linguistique, c'est la pragmatique. C'est le rôle de la pragmatique dans la communication entre l'architecte et le client. En fait, la pragmatique qui étudie le sens du langage dans un contexte bien particulier. Là aussi, le contexte de l'architecture, euh, de l'habitat. Donc, la pragmatique, en fait, elle engage un locuteur. Ici, c'est le client. Et un destinataire, qui est l'architecte. Donc, en fait, ici, la pragmatique, elle se place un peu comme une sorte de médium entre les idées de l'un, les besoins de l'un, les besoins, en fait, du client et, et la réalisation de l'architecte. Donc, la pragmatique, ici, en fait, c'est un médium entre les deux pour arriver, en fait, à concrétiser les idées du concept, les besoins de l'usager qui seront réalisés par le concept. Et donc, à ce stade-là, en fait, après avoir étudié un peu les résultats des analyses de mon questionnaire, j'ai découvert qu'en fait, il y a eu un vrai problème de communication entre l'architecte et le client d'autre façon. Par exemple, lorsque j'ai questionné quelques habitants s'ils étaient vraiment contents de leur habitat pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de retours négatifs. Finalement, ça ne convient pas. En fait, là, lorsqu'on a habité toute une longue période dans l'habitat, finalement, il ne correspond pas. Et là, en fait, j'ai compris il y a eu un petit souci entre l'architecte et le client dans ce discours qu'ils ont tenu, qui n'ont pas, enfin, les clients, ils n'ont pas essayé d'expliquer au mieux leurs besoins. Et l'architecte, en fait, il n'a pas bien compris ce qui se passait de leur côté pour leur proposer le meilleur habitat et, on va dire, l'habitat idéal pour eux. Donc, la solution ici que j'ai préconisée, bah, c'est justement l'intervention de la technologie. Vous me dites comment est-ce que ça va être possible est-ce que la technologie elle puisse comprendre mieux que l'architecte les besoins de l'habitant. En fait, à travers l'intelligence artificielle, il y a comme une sorte de quiz euh, qu'on envoie au client et c'est en fait des questions assez banales en fait.
Qu'est-ce que vous faites le matin lorsque vous vous réveillez? Quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous sortez beaucoup? Est-ce que vous recevez beaucoup? Et en fait, là, d'après les réponses, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de collecter des informations par-ci, par-là et de proposer en fait, et à la fin, en fait, elle va nous proposer en fait l'historique, le quotidien. Il va nous résumer un peu le quotidien de cet habitant, comment lui il voit les choses, comment il vit les choses, pour que l'architecte il puisse justement euh, créer du sur-mesure, on va dire, par rapport à cet habitant. Et là, c'est là où intervient l'intelligence artificielle, c'est qu'elle essaie en fait de collecter le maximum de données pour les renvoyer à l'architecte pour que lui, de son côté, il puisse concevoir, puisse avoir toutes les caractéristiques, tous les besoins bien structurés selon le quotidien, les habitudes de chacun pour pouvoir présenter des solutions vraiment optimales. Et donc, c'est là où intervient les nouvelles technologies, justement dans ce tiraillement intérieur-extérieur et pour faire, euh, en fait, euh, permettre à l'habitant d'être bien chez soi. Et donc, trois principales notions de la technologie ont été traitées lors de cette recherche. D'abord, c'est la notion de l'intelligence ambiante. L'intelligence ambiante, c'est quoi? C'est un concept, en fait, qui vous permet de vivre à l'intérieur de chez vous tout en étant le plus confortablement possible. Par exemple, l'intelligence ambiante, elle étudie, en fait, grâce à des capteurs placés un peu partout dans la maison, les habitudes de tout un chacun. Par exemple, la notion d'intelligence ambiante, un exemple assez concret, elle étudie en fait, par exemple, le réveil de la famille. Par exemple, là, on a un réveil 5 jours sur 7 à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, les stores se lèvent, la machine à café commence à broyer le café. Et là, en fait, l'habitant, dès son réveil, en fait, l'intelligence ambiante, elle aide l'habitant à pleinement vivre dans son espace. C'est-à-dire qu'il simplifie son espace en ouvrant les fenêtres au préalable, en broyant le café dans la machine à café, en le mettant à l'aise dans son chez lui. Et en fait, l'intelligence ambiante, comment elle fonctionne? En fait, c'est des capteurs placés dans la maison, un peu partout, dans la chambre, sur les portes, dans tous les espaces, en fait, qui permet en fait de capter les activités, les besoins, les interactions entre les membres de la famille, les préférences en matière de musique, en matière de son, en matière de lumière, en matière de programmes TV, pour en fait proposer, toujours essayer de proposer la solution la plus optimale à un environnement donné et à un temps donné. En fait, justement, cette intelligence ambiante, elle consiste à rendre invisible la technologie au sein du logement, mais cette technologie qui sert à simplifier et à ajouter beaucoup de bien-être pour l'habitant dans son espace, dans son espace de vie. Donc, donc la deuxième notion qu'on va évoquer, c'est la notion de la domotique. La domotique, c'est quoi en fait? La domotique, euh, c'est en fait Pierre Braun, il a dit que la domotique, c'était la quatrième dimension de l'architecture. La notion de la domotique, elle intègre des technologies, des outils intelligents dans la maison qui permettent, euh, qui permettent de rendre le- l'habitat technologique. Par exemple, ce qu'on voit dans les stores qui se lèvent automatiquement, ça, c'est de la domotique.
de la lumière qui s'allume dès le passage d'une personne ou d'un habitant. Ça, c'est de la domotique. La sécurité, lorsqu'on est loin de chez soi et on veut verrouiller les portes, verrouiller les fenêtres à distance, ça aussi, c'est de la domotique. En fait, la domotique, elle est là pour sécuriser, pour rendre l'habitat intelligent et que l'utilisateur, en fait, l'habitant, il peut lui-même choisir d'ouvrir, de fermer, d'ouvrir la clim, de réchauffer son intérieur, d'ouvrir la porte du garage. En fait, grâce à la domotique, l'habitant, il devient maître de son habitat à travers son simple téléphone, en fait. Il arrive à contrôler son habitat. Donc, la domotique, c'est une notion qui fait partie de l'intelligence ambiante. Donc, la domotique, elle est là, elle utilise des outils à travers le téléphone portable pour pouvoir activer, désactiver les stores, la lumière, le chauffage, la climatisation. Et l'intelligence ambiante, elle fait en sorte de faire disparaître et de rendre plutôt invisible toutes ces technologies pour que cette technologie ne soit pas ne soit pas encombrante dans le quotidien de l'utilisateur, mais qu'elle soit en fait une sorte de technologie qui facilite le quotidien de l'habitant. Donc, et la troisième notion, c'est la notion de l'intelligence artificielle. Et donc là, l'intelligence artificielle, comme je vous ai dit, en fait, c'est une sorte d'intelligence qui, grâce à des capteurs au quotidien, elle capture l'activité en fait quotidienne des habitants et elle essaie toujours de leur proposer des solutions beaucoup plus performantes selon leur activité, selon de nouvelles activités qu'ils ont ajoutées, de nouveaux hobbies, euh, des activités autres qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc là, l'intelligence artificielle, elle permet une meilleure compréhension du besoin et ben justement, elle permet de gagner un temps considérable dans l'appréhension de l'espace de vie par l'habitat. Euh, Et donc, en fait, on a compris que finalement, euh, principalement après le confinement, l'habitat, en fait, il a besoin d'un, d'un petit ajout en technologie pour qu'il soit beaucoup plus performant et beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus confortable pour l'habitant. Donc, dans cette perspective-là, en fait, on a un architecte et un informaticien qui s'appelle Nicolas Negroponte, qui a proposé une solution qui s'appelle l'architecture réactive. En fait, l'architecture réactive, c'est le fait de laisser l'habitant choisir s'il veut que son habitat soit complètement ouvert sur l'intérieur ou complètement fermé sur l'extérieur, ou bien les deux. Ou aussi, en fait, elle permet cette notion d'architecture réactive, c'est que de rendre l'habitant maître de son habitat. C'est-à-dire, s'il veut ajouter des éléments technologiques, il peut. S'il veut les désactiver, ben, il a le choix de les activer. S'il veut, en fait, repenser complètement son espace de vie, il peut le faire grâce à la notion d'architecture réactive. En fait, l'architecture réactive, c'est quoi? C'est que les parois, en fait, de la maison, par exemple, ils soient, en fait, réactifs aux besoins. Et là, en fait, pour expliquer un peu l'architecture réactive, en fait, c'est une notion qui réconcilie justement l'intérieur et l'extérieur. Donc,
Donc, dernièrement, on s'est dit que soit en fait, on va avoir une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, soit une séparation totale entre les deux. Cette notion d'architecture réactive, elle nous permet d'avoir le choix, d'avoir les deux en même temps, d'avoir cette continuité ou cette rupture, mais tout en ayant le choix. Et ça se base sur trois principales notions. La méthode SAGA, c'est une méthode basée sur des calculs qui essaie en fait de calculer, euh, de mesurer en fait la capacité des bâtiments à s'adapter. C'est-à-dire, par exemple, on a une maison où on a un grand bâtiment énergétique. La méthode SAGA, elle étudie si ce bâtiment, il peut complètement se refermer ou pas. Quelles sont en fait les limites de ce bâtiment pour qu'il soit réactif. Donc ça, c'est la méthode SAGA. Elle étudie la limite du bâtiment. Après, la notion d'architecture réactive, elle travaille aussi sur la régulation de la température entre intérieur et extérieur. Par exemple, en fait, l'architecture réactive, elle régule la température. Donc, ici, à l'intérieur, tant que la température extérieure elle est faible, c'est-à-dire, elle est, par exemple, on est sur de 2 degrés, la température intérieure doit être élevée. Et en fait, c'est une architecture justement réactive, elle réagit en fonction du climat extérieur. Donc, tant que le climat extérieur il est froid, tant que l'espace intérieur doit être chaud. Donc là, ce qui fait que c'est une architecture réactive qui réagit aux températures externes et internes de l'habitant. Et le troisième concept, en fait, c'est le concept des CAPS. Les CAPS de Climate Adaptive Building Shell, en fait, c'est une enveloppe de bâtiments adaptatifs au climat qui a la capacité de se modifier. Et donc là, pour vous expliquer un exemple beaucoup plus concret de cette enveloppe qui peut s'adapter à l'habitat, je vais vous donner l'exemple en fait du bâtiment euh, de l'Institut du monde arabe euh, ici à Paris. Donc là, c'est la façade de l'Institut du monde arabe en Tunisie. Et là, on retrouve des moucharabés, des fenêtres. Et en fait, lorsqu'on va zoomer un peu plus sur ces modules-là, on voit que ce sont des modules réactifs qui s'ouvrent complètement et après peuvent se refermer complètement selon le degré en fait d'ensoleillement. Donc le bâtiment il devient réactif lorsqu'il y a beaucoup trop de soleil en fait. Ces modules se ferment automatiquement pour garantir une bonne ambiance à l'extérieur. Si au contraire, en fait, il y a peu de soleil, en fait, ces modules-là, ils sont ouverts automatiquement pour permettre d'accueillir le maximum de lumière au sein de l'Institut du monde arabe. Donc là, c'est une solution des CAPS, c'est une paroi qui a été ajoutée à la façade de ce bâtiment pour permettre justement une réactivité au climat, aux conditions extérieures, pour que l'intérieur soit plus ou moins en osmose avec l'extérieur. Un autre exemple, en fait, ici, c'est une fenêtre qui peut faire office de fenêtre, mais aussi de porte-fenêtre selon nos besoins. Donc ça aussi, c'est une sorte d'enveloppe réactive, réactive aux besoins de l'utilisateur s'il veut l'activer pour avoir un espace en plus de balcon ou pas, de garder uniquement la fenêtre ouverte. Donc, ces deux exemples-là, en fait, ça explique en fait l'architecture réactive, les parois réactives à la lumière, au soleil et aux besoins de l'utilisateur. Donc, pour nous, en fait, un peu dans les conclusions de nos recherches, pour nous, l'architecture réactive qui s'est basée sur ces technologies s'avère être une vraie solution pour justement réconcilier l'intérieur et l'extérieur, ou peut-être un peu ce besoin, des fois on a ce besoin de fermer complètement l'intérieur de l'extérieur,
Et d'autres fois, on veut vraiment que ça soit très ouvert. Et donc là, l'architecture réactive, c'est une solution pour permettre à tout un chacun de, euh, de proposer la solution qu'il souhaite, en fait. Et donc, à la fin de mes recherches, ce que j'ai proposé, en fait, c'est une vraie application sur un cas d'étude, un vrai cas d'étude. En fait, c'est une résidence secondaire qui s'appelle Les Citronniers. Elle est située dans la région de Nabeul, en Tunisie. Et donc, en fait, à la base, c'est une vieille bâtisse. Donc, on l'a renouvelée, on a ajouté des outils technologiques pour qu'on arrive à contrôler les vitrails, enfin, les stores, si on peut ouvrir ou fermer les stores à distance. On peut activer, désactiver les alarmes. On l'a aussi sécurisé avec des, euh, des caméras de surveillance. Et surtout, on a proposé une ouverture complète de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi on a proposé des stores assez épais pour que lorsqu'on veut créer cette rupture, bah, on n'a qu'à activer un bouton pour tout séparer. Mais si on a un besoin, par exemple, pendant l'été, de tout ouvrir sur l'extérieur, bah, on active ce bouton-là pour tout ouvrir à travers cette paroi réactive du bâtiment. Par exemple, ici, ça, c'est des fenêtres qui s'ouvrent complètement ou se referment complètement selon le besoin de l'habitant. Et donc, là, j'arrive un peu à mes conclusions. Par rapport à toute euh, ces travaux de recherche, en fait, j'ai un peu conclu que finalement, en fait, le rapport intérieur-extérieur, qu'il soit discontinu ou continu, propose une relation de dépendance mutuelle. Il y a toujours une dépendance entre ces deux espaces. L'usage de la technologie a révolutionné le domaine de l'art pour chaque habitant, par exemple la domotique, l'intelligence ambiante, et en améliorant justement la communication entre l'architecte et le client. Donc, l'architecture réactive représente finalement une solution au tiraillement entre intérieur et extérieur. Et là, en fait, j'ai conclu qu'il faudra que nous accordions désormais beaucoup plus d'importance au réaménagement régulier de notre habitat selon l'évolution des situations. J'ai aussi conclu que l'intelligence artificielle va devenir ce nouveau langage entre l'architecte et le client afin que les besoins de l'un soient bien concrétisés par l'autre. Et en fait, finalement, j'ai eu des soucis pour dire que finalement, l'intelligence artificielle va remplacer un peu l'architecte. Bien au contraire, j'ai conclu que le rôle du concepteur n'est nullement menacé. Donc, la technologie, elle est là, c'est un outil précieux qui va aider l'architecte à concevoir des espaces en un temps record et avec une conformité presque parfaite vis-à-vis des exigences du client, mais loin de prendre sa place ou de travailler à sa place. Donc, loin de là. Et pour conclure, en fait, les apports en fait de mes travaux de recherche, en fait, grâce à cette thèse, j'ai pu en fait regrouper trois domaines assez, assez différents qui sont l'architecture, la technologie et la linguistique. J'ai aussi essayé de proposer un prototype d'habitat autonome et réactif aux besoins de chaque habitant, de proposer une nouvelle approche de communication entre l'architecte et le client à travers l'intelligence artificielle, et finalement, en fait, de reconnaître les apports en sécurité, en durabilité et en adaptabilité des nouvelles technologies dans le domaine de l'architecture. Donc voilà, c'est tout pour moi. Voilà pour la présentation.
J'attends vos réactions, vos questions, et, auxquelles j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Haïfa, pour cette conférence. Et moi-même, je l'ai suivi très attentivement du début à la fin. Et je trouve ça très intéressant. Ça comporte des éléments qui donnent à réfléchir, bien sûr, et qui sont un peu, parfois, on est, bien sûr, on apprend et aussi on a envie de te poser des questions à leur sujet. Et je vais voir donc par rapport aux participants s'il y a des questions, s'il y a quelqu'un qui va manifester, enfin, il peut vraiment poser la question. Alors, sinon, vraiment, c'est quelque chose de bien construit ce que vous avez présenté. Et bien sûr, il y a un point, plusieurs points, je voudrais bien discuter avec toi. D'abord, il y a, quand tu as parlé, tu as abordé la question de style, hein, c'était très, moi, t'écoutant tout d'abord, j'ai dit oui, elle doit parler du style. Et tout de suite, tu as enchaîné avec cette histoire de style. C'est très important en architecture. Alors, quand tu as parlé, par exemple, du style tunisien en architecture, tu as dit que il y a une rupture, enfin une vraie coupure entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que cette vraie coupure continue toujours? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle manifeste un trait de culture? Et qui est quelque chose qui est encore dans la structure, on peut dire, de l'architecture tunisienne, parce qu'on voit notre espace public en général, on voit dire rien que la voie publique, elle est peut-être sale, on s'intéresse pas du tout à la voie publique, mais ce qui compte pour le Tunisien, c'est d'abord chez lui, à l'intérieur. Donc, est-ce que ça continue, ou bien peut-être, bien sûr, on peut discuter parce que toi, tu as parlé de rupture, de coupure. On voit que c'est une harmonie quand même entre la porte et puis l'intérieur, c'est-à-dire c'est le style, on peut dire andalou, style arabo-islamique, etc. Donc, il n'y a pas vraiment une vraie coupure entre les deux. C'est vrai que il y a moins d'ornements qu'à l'intérieur, ce qui est normal, parce qu'on apporte toutes sortes de dégradations par rapport à des choses qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ma deuxième question avec le Corbusier, deuxième étage. Est-ce que vraiment la limite s'efface vraiment? Est-ce qu'on peut parler d'un effacement de toute limite entre les deux, avec le Corbusier comme modèle, exemple? Je ne pense pas. Est-ce que comment on peut vraiment dire que, enfin, que dans une construction architecturale, l'extérieur et l'intérieur disparaît. Ça peut-être c'est un peu, je sais pas. Et bien sûr, tout change avec la crise du Covid. Parce que la crise du Covid, elle a bouleversé beaucoup de choses, entre autres, bien sûr, l'architecture, comme l'aviation, comme le voyage, comme elle a posé des contraintes partout. Et je pense qu'elle a donné à réfléchir pour restructurer les emplois législatifs, etc., dans tous les domaines. Alors, d'accord, est-ce qu'on va rester toujours dans les limites de ça? C'est du passé, on avance. Est-ce que l'architecture, elle est vraiment prête pour anticiper sur d'autres crises? Est-ce qu'elle est bien préparée pour anticiper les crises? C'est pas a posteriori qu'on va réfléchir sur l'état d'habitation après cette expérience qui était parfois douloureuse, parfois pour beaucoup de monde. Est-ce que elle est capable aussi en tant qu'architecture, c'est-à-dire avec et sans l'intelligence artificielle, parce qu'à la fin vous étiez un petit peu à la fois, vous dites l'intelligence artificielle, c'est important aujourd'hui, bien sûr, et vous dites mais ça va rester un moyen, un outil chez les concepteurs, les créateurs, les architectes, ça va pas devenir l'architecte ne va pas devenir dépendant, enfin entièrement, il va pas se laisser absorber par ça. Mais n'oublions pas que l'intelligence artificielle, elle est à ses débuts. Et à quel point vraiment les architectes sont préparés pour rester dans cette logique-là, qui est à la fois. Donc, c'est tout à réfléchir sur le rôle. Et puis l'exemple que tu donnes, l'Institut du monde arabe, que je connais très bien parce que quand j'étais étudiant à Paris dans les années 80, j'avais souvent, presque tous les jours, travaillé avec le Centre Pompidou, qui est aussi un exemple d'architecture très pointu. Alors, l'Institut de Mondariab n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle.
C'est au contraire, il montre le pouvoir des architectes de créer quelque chose qui va dans ce que tu as appelé l'architecture réactive, qui sont l'intelligence artificielle, parce que ça a été construit dans les débuts des années 80. En tout cas, quand je suis allé à Paris, je l'ai trouvé. Et j'ai profité, bien sûr, de la bibliothèque et de cet espace qui est tout à fait confortable pour le chercheur. Alors, je veux pas trop monopoliser parce que je suis le coordinateur de ce séminaire, la parole, mais c'est un peu, ce sont des points qui donnent à réfléchir, qui m'ont donné personnellement à réfléchir, qui me poussent à croire que ta conférence, elle est vraiment très, très intéressante et elle suggère beaucoup de choses à discuter et bien sûr à, 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 à voir et à développer. Euh, Bien sûr, aujourd'hui, la question, elle est aussi, bien sûr, l'architecture, comme la science, comme tout, et doit, c'est quelque chose qui est lié à la vie sociale. Est-ce que ce type de bâtiment géré par l'intelligence artificielle, est-ce que vraiment elle est à la portée de tout le monde? Est-ce que vraiment, il faut tout à coup régler quelque chose qui est peut-être une sorte de justice sociale ou permettre des conditions économiques plus confortables pour une large masse de citoyens pour pouvoir un petit peu parler de ça. Est-ce que c'est pas, quand on voit les Tunisiens aujourd'hui, etc., c'est pas quelque chose d'élitiste? Est-ce que c'est pas quelque chose qui reste réservé? Moi-même, j'ai habité un certain temps dans une résidence ici et je sais que au sein de la même résidence, les gens n'applique pas enfin ces technologies de la même manière, c'est-à-dire il y a en fonction des revenus, en fonction. C'est la discrimination déjà, elle n'est pas dans la société, elle est déjà dans la résidence même, et qui fait qu'il y a des gens qui peuvent se permettre, par exemple, de déverrouiller sur l'autoroute leur fenêtre et d'autres non, en venant de Tunis, etc. Parce qu'ils disposent des moyens et des applications. Est-ce que c'est vraiment euh, ça pose pas de problème pour une large catégorie de nos concitoyens, ces habitats gérés par des technologies, par l'intelligence artificielle, par tout ce que tu as développé comme intelligence ambiante, domotique, etc. Et quand ton travail est vraiment très intéressant, il est à la fois analytique, on peut dire herméneutique, sémiotique, comparatif, c'est-à-dire vraiment, tu as utilisé plusieurs méthodes pour travailler, et c'est très, très bien. Bien sûr, on a envie de te aussi questionner par rapport à tous ces axes-là, ces méthodes-là, comment tu les as appliquées, comment tu les as sur le terrain, comment tu les as tiré profit de toutes ces méthodes-là sur le terrain. Et notamment avec deux populations qui n'ont pas presque la même, on peut dire, logistique ou les mêmes conditions de vie. Et comment tu as pu vraiment créer un questionnaire qui est à la fois ajusté aux uns et aux autres. Et ce qui m'a impressionné, par exemple, c'est quand tu as comparé, en France, il y a cette question de plus de mètres carrés qui ne se pose pas pour un Tunisien. Ça me rappelle un Oui. peu Paris, c'est-à-dire où on vit. Parfois, il y a des étudiants et même des gens qui vivent dans 10 mètres carrés, de 15 mètres carrés. C'est quelque chose de tout à fait absurde pour un Tunisien. Et c'est un espace, c'est-à-dire une habitation avec une seule pièce. Et donc, bien, bien sûr, il y a d'autres choses à discuter avec toi. Je laisse encore la parole si tu as envie de réagir sur ça. Sinon, s'il y a aussi des questions dans la salle, n'hésitez pas à intervenir. Euh, Bah, bon, je vous remercie beaucoup pour ces remarques et bon, peut-être que je vais m'attarder un peu par rapport au choix de l'étude, du questionnaire, en fait. En fait, l'idée m'est venue, c'est que, en fait, justement, j'ai vécu le confinement deux fois, une fois en France et une fois en Tunisie, et c'était pas du tout, justement, la même expérience. Et je me suis dit que là, vraiment, il y a quelque chose à creuser, parce que justement, par rapport à l'appréhension de l'espace, c'était totalement différent par rapport au mètre carré, par rapport à l'exposition à l'extérieur. Et j'étais sur Paris en plus, donc c'était compliqué. Donc, ben justement, ça a fait
ça fait que bah, justement, j'ai envoyé ce questionnaire et j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu même des personnes qui ont vécu le confinement une fois en Tunisie, une fois en France. Et là, en fait, j'ai eu de vrais retours d'expérience qui m'ont marqué et ce qui m'a apporté le fait qu'il faut que on soit toujours dans cette spirale de repenser régulièrement son espace de vie, en fait, à chaque occasion, à chaque épreuve, pour que on se sente le mieux possible chez soi, en fait. Alors, par rapport à ça. Sinon, oui, bah, par rapport à l'intérieur, à l'extérieur, il y a toujours peut-être cette sorte de limitation. Par exemple, en fait, on me pose souvent la question par rapport aux patios enfin, des maisons traditionnelles. Est-ce que là, dans un patio, on est où? On est à l'intérieur ou on est à l'extérieur? Bah, je leur dis en fait, je vous laisse faire votre interprétation. Pour moi, dès que c'est quelque chose de fermé, pour moi, c'est à l'intérieur. Si c'est un peu ouvert, pour moi, c'est l'extérieur. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voyez les choses. Donc, ça reste toujours compliqué, en fait, de délimiter finalement l'intérieur de l'extérieur. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a Oui. des élections, d'autres Euh, questions? Haïfa, mais l'intelligence artificielle, elle gère le comportement à l'intérieur de l'habitation ou l'habitation. Parfois, on a, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, elle va organiser notre façon de vivre dans l'application, et ce qui peut être plus que, je sais pas, Alors, les deux à la fois. Alors oui, en fait, c'est vrai que l'architecture, enfin l'intelligence artificielle, elle peut un peu contrôler ce qu'on va faire, mais en fait, à la base, l'intelligence artificielle, elle est là pour capter nos activités et elle est là pour nous proposer des pistes d'amélioration à nos activités. Donc, il faut faire toujours attention à ce que nos activités, en fait, les propositions de l'intelligence artificielle, ils soient conformes justement à nos activités, mais pas à les modifier. Donc, il faut faire cette distinction de ne pas suivre aveuglément les conseils ou les propositions de l'intelligence artificielle. Mais normalement, si elle, on va dire, fait bien son job, elle capte bien nos activités, nos interactions, elle peut nous proposer un meilleur quotidien. Alors, je pense que j'ai une petite question dans Alors oui, c'est une question de Mohamed, je crois, dans le oui. chat. Dans quelle mesure l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment peuvent-ils former un texte que l'habitant peut lire et comprendre? Cette lecture varie-t-elle selon la culture ou l'expérience individuelle? Donc, oui, certainement. En fait, l'appréhension de l'espace de vie, il est complètement différent d'une personne à une autre, en vue de son expérience individuelle, en vue de son vécu, en vue de ce qui s'est passé dans cet habitat-là, des personnes habitant dans cet habitat. En fait, toutes ces conditions-là font en sorte que chacun a une propre expérience de l'espace. Donc, deuxième question, peut-on encore comprendre l'espace aujourd'hui sans adopter une perspective topologique? Euh, C'est une alors, question d'un mathématicien. voilà, je pense, oui, oui, c'est, Il est Mohamed, hein, donc Mohamed, c'est un enseignant de mathématiques, c'est pour ça. Toujours ces voilà. questions sont... L'espace aujourd'hui sans adopter une perspective topologique. Bah, j'ai envie de répondre oui et non, hein. Euh, bon. Bon. Pour moi, en fait, la compréhension de l'espace, elle dépend de beaucoup de choses, en fait. Donc, elle peut dépendre notre propre interprétation, de notre reflet, de ce qu'on pense, de ce qu'on appréhende, de ce qu'on vit actuellement, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on veut vivre dans cet espace. Donc, ça, pour moi, ça dépend de
beaucoup de contraintes, de caractéristiques pour essayer de bien comprendre tout un espace. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Imen, par exemple, sur la sémiologie ou la sémiotique, comment on peut utiliser la sémiotique? Tu as déjà travaillé sur ces questions. Euh, Jimène, je ne sais pas si tu as des questions à poser. Et bon, Merci à toi, Ginette. je te remercie encore une fois, Haïfa, pour ta conférence. Merci à Et vous. bon, je vous dis à une prochaine rencontre. J'espère. Ce sera bien sûr avec plaisir, Haïfa. Dans le cadre des rencontres d'Al-Mukhatabet, je vous montre toujours la revue que nous publions, c'est la revue Al-Mukhatabet. Et c'est en parallèle de cette revue que nous avons développé un peu, construit cet espace de dialogue, d'échange, etc. Et je vous donne rendez-vous donc lundi. On aura la gentillesse d'accueillir, enfin le plaisir d'accueillir un chercheur algérien qui a fait une thèse excellente en Algérie dans le domaine de la logique arabe classique, donc qui va nous parler du projet logique d'un certain Seyrouddin Toussi. Et donc je vous donne rendez-vous à lundi à 19h. Bien sûr, il y aura d'autres rencontres, notamment le 29, on aura le plaisir d'accueillir un logicien français qui s'appelle Denis Vernon, qui est professeur émérite à Grenoble, à l'Université de Grenoble, qui va nous parler de sa proto-logique de l'incompatibilité. Bon, et ça va être un petit peu, j'espère que ça va pas être trop technique. Voilà, merci encore une fois. Heifa, Merci merci beaucoup. à tous Merci les à tous. à tous les À bientôt. Au participants. revoir. À bientôt.